Bonjour les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de toutes les lectures que j'ai effectuées durant le mois de septembre 2016. Le mois de septembre a été encore un mois bien rempli puisque j'ai 13 romans à vous présenter dont une seule lecture que je n'ai pas encore terminée. Alors, je vous avais laissé le mois dernier avec Jamais d'autre que toi de Emmanuel Grumbach chez aux éditions Nouvelle Plume, donc chez France Loisirs. Alors j'avais découvert ce roman à la kermesse de ma paroisse et il m'avait plutôt bien tenté. Et figurez-vous en fait que ça a été un coup de cœur. Je n'ai plus pu lâcher le roman. Il est très très dur à vivre émotionnellement. La séparation entre les deux héros, la distorsion qui est faite à cause du frère, et ça m'a pris, ça m'a fait mal. Et pourtant je voulais pas le lâcher, je voulais continuer. Il y avait toujours un espoir. C'est douloureux, c'est puissant, c'est magnifique, c'est historique, c'est tout ce que j'ai pu trouver dedans. Et pourtant je peux vous dire que il y a des moments où ça devenait tellement dur qu'il fallait que je repose le bouquin. Donc voilà, je trouve que Emmanuel Grumbach a signé un roman excellent. J'ai pas d'autres mots. Imaginez que je suis allée à un mariage, je suis rentrée à 1h du matin, et à 1h du matin, il a fallu que je lise pendant encore 1 heure parce que je ne pouvais plus lâcher les pages de ce roman. Je voulais absolument continuer et il a pas fait long feu. Une fois que j'ai été dedans, c'était bon, c'était voilà. C'était comme respirer, j'en avais besoin. Donc voilà, je peux que vous le conseiller parce qu'il est merveilleux, génial, génial, juste génial. Après ça, je me suis lancée dans un petit roman qui était plus facile à transporter. J'ai essayé Le Réveil du cœur de François Despenoux chez Pocket. Donc j'aime beaucoup, c'est la couverture en fait qui m'a fait craquer. Et ça parle en fait d'un grand-père un peu acariâtre qui va découvrir son petit-fils et puis voilà, ils vont partager énormément de choses. Donc c'est un petit peu un choc entre deux générations, entre un homme qui voit que les humains ne s'occupent plus de la Terre comme ils devraient, et d'un jeune de 6 ans qui va vivre avec son grand-père un peu bizarre pendant un mois et qui va apprendre des tas de choses sur la vie. Voilà, c'est un petit peu le conflit des générations avec une grosse dose de tendresse, de réalisme. Et on apprend beaucoup de choses, ça nous fait réfléchir tout en gardant un côté très très humain et très très agréable à lire. Ça se lit vite. Et voilà, même si c'est pas un coup de cœur, je trouve que ça a été une très jolie lecture et j'étais très contente de la découvrir, donc je vous la conseille aussi. Après ça, figurez-vous que j'ai pu récupérer le livre que j'avais oublié à Bourg-en-Bresse. J'ai donc pu continuer 20 ans après d'Alexandre Dumas, donc c'est la suite directe des Trois Mousquetaires, donc 20 années après. Et là, c'était aux éditions Marabout Géant, donc c'est un vieux bouquin, tellement vieux que j'ai dû remettre du scotch ici parce que ça se pétait. Voilà, donc j'ai retrouvé encore une fois avec bonheur D'Artagnan, Athos, Aramis et Porthos. Le début est un petit peu lent comme dans tous les romans de Dumas parce qu'il prend son temps pour expliquer la situation politique, les conflits, pour nous resituer tous nos personnages d'une manière très descriptive et pourtant très amusante. Comme toujours, j'aime beaucoup son humour qui est un petit peu caché de manière subtile. Mais j'ai beaucoup apprécié de retrouver tout ça parce que on retrouve après de l'action, une intrigue qui est assez complète et des personnages toujours hauts en couleur qui sont toujours aussi géniaux. Voilà, c'est Alexandre Dumas, c'est Les Trois Mousquetaires, je pouvais pas demander mieux. Je crois que c'est le dernier des romans où ils sont vraiment unis, où ils sont vraiment encore dans l'esprit comme je les avais eus dans Les Trois Mousquetaires et après dans Le Vicomte de Bragelonne. Ils changent un petit peu chacun, donc voilà, c'était encore une fois une alliance que j'ai beaucoup aimée et que je ne peux que conseiller comme à chaque fois que je lis de Alexandre Dumas. Après ça, j'ai voulu passer à un truc que je lirais beaucoup plus vite. Je le savais, je m'attendais pas à ce que ça soit autant. Donc après Alexandre Dumas, je suis passée à Une fée à Glade of Hawks de Amanda Bale aux éditions Cyclope. Donc ça faisait 3 ans que je voulais le lire. Donc pour vous dire, voilà, j'étais tellement contente de le trouver. Et en fait, quand j'ai plongé dedans, j'ai été un petit peu surprise parce que le départ est un petit peu... Ben voilà, hein, il y a une scène de coucherie dès les premières pages, mais c'est ce qui lance l'histoire, c'est ce qui permet de lancer l'intrigue. Et tout le reste est... c'est beaucoup plus développé et puis on rencontre une héroïne qui est beaucoup plus euh, comment dire, qui est forte et qui décide en fait de ne pas se soumettre au désir de son mari. Elle veut qu'il la connaisse parce qu'en fait ça devient un mariage forcé vu qu'elle tombe enceinte. Et voilà, c'est juste, j'ai énormément apprécié de trouver cette histoire, de ce contexte qui m'a rappelé un peu Autant n'emporte le vent sans cette quiche de Scarlett. Et voilà, cette histoire d'amour est très très belle, elle gagne en puissance. Je vous avoue que les scènes osées, je m'en serais passée comme d'habitude, mais ça m'a pas dérangé. Je pense que pour certains, ça apportera un plus quelque part. Mais voilà, l'histoire d'amour, elle prend son temps. Nous, voilà, je l'ai lu en une journée. J'avais vraiment envie. Je me suis fait des pauses pour lire parce que voilà, c'était bien écrit, c'était très entraînant et voilà, je suis à fond. J'ai trop envie de lire les autres romans d'Amanda Veil, donc voilà, je peux que vous conseiller parce que ça ne prend pas une ride, c'est trop bien. Enfin, voilà. Ensuite, je suis passée à un roman qui m'a laissé une impression,
on va dire, mitigée. Je suis passée à L'armoire des robes oubliées de Rika Pulkkinen aux éditions Albin Michel. Donc pardonnez-moi pour l'accent du nom de l'auteur parce qu'elle est suédoise, il me semble. Quelque chose comme ça. Non, finlandaise, pardon. Finlandaise. Alors c'est une histoire qui m'a un petit peu dérangée parce que j'ai eu du mal à la comprendre. J'ai cru qu'il y avait des erreurs dans les prénoms dans la traduction. Peut-être que c'est le cas, peut-être que ce n'est pas le cas parce que dans les deux cas, ça veut dire qu'il y a une interprétation différente à donner. Mais du coup voilà, ça m'a fait beaucoup réfléchir. C'était assez difficile, il n'y avait pas beaucoup de légèreté dans ces pages et ça m'a demandé pas mal de réflexion. Après justement, je trouve que c'est un roman qui est très bien écrit si on pense aux hypothèses que j'ai pu développer et que j'ai présentées je crois dans ma chronique. Mais c'est un roman qui est assez difficile, qui est écrit de manière spéciale. Il y a une certaine maîtrise de la plume, mais voilà, pour moi, c'est pas ce que j'attendais, c'est pas ce que j'avais besoin après cette romance totalement addictive de Une fée à Glade of Ghost. Mais c'était quand même une découverte sympathique que je peux conseiller, mais ne vous attendez pas à quelque chose, à un roman historique qui soit facile à lire. Là, on plonge dans une histoire familiale qui est assez compliquée et assez grave quelque part. C'est difficile à vivre au niveau de nos propres ressentis et de la compréhension du roman parce que c'est pas évident. Donc voilà. Après ça, j'ai choisi de replonger dans un roman en anglais d'une auteure que j'aime énormément et je savais que ça allait me plaire. Pour remonter la pente, c'était pas mal. Du coup, j'ai pris le deuxième tome de Thunder Road de Cathy Magary, donc World the Edge, qui est une histoire d'amour, encore une fois, entre Razor et Emily, il me semble que c'est ça. Non, Brianna, qu'est-ce que je raconte? Brianna. Voilà, c'est une très très belle histoire d'amour. Comme d'habitude, je me laisse embarquer par la plume de Cathy Magary qui nous fait vivre à la fois les émotions du garçon et les émotions de la fille. Et les sujets qui sont présentés dedans, les capacités intellectuelles qui sont un petit peu développées, en tout cas ce qu'on appelle mémoire photographique, mais qui n'en est pas tellement, ou le suicide, qu'est-ce que ça peut créer comme conséquence, comme voilà. Il y a énormément de sujets qui sont présentés et je peux vous dire que c'est traité avec beaucoup de brio. En plus, l'histoire d'amour est très très touchante parce que pour une fois, Razor n'est pas un héros qui a peur de ses sentiments. Au contraire, il plonge dans son histoire d'amour et il y va quoi. Mais il respecte en même temps les freins que peut avoir Brianna. Et j'ai trouvé ça magnifique. Enfin, je suis restée, mais comme d'habitude, je suis subjuguée par ces romans, par tout ce qu'elle nous présente. C'est dense, mais en même temps, il y a des moments légers cette fois-ci. Et c'est. Ah là là, voilà, je suis en amour devant cette histoire, donc je sais pas quoi vous dire. Sinon que voilà, il faut lire les romans de Cathy Magary, surtout qu'ils sont en train de traduire son autre saga Pushing the Limits, donc enfin hors limite, pardon. Donc voilà, n'hésitez pas parce que c'est vraiment une auteure qui vaut la peine d'être découverte pour tous ses personnages, pour sa plume, pour des milliers de trucs. Après ça, j'ai voulu tenter un roman dont on me parle depuis un bon moment, en tout cas dont j'ai vu beaucoup d'avis positifs sur la blogosphère. Donc il s'agit des Ailes d'Émeraude, tome 1 d'Alexandre Delis, encore une fois chez Nouvelle Plume, donc chez France Loisirs. Alors oui, j'ai entendu beaucoup de bien sur ce roman et je comprends maintenant pourquoi. Parce que je peux vous dire que ça a été la découverte du mois. J'ai totalement craqué sur cet univers et sur cette héroïne qui est pleine d'humour, pleine de sarcasme. Je l'avoue, le sarcasme et moi, ça fait un. Je suis très très fan. L'imaginaire qui est créé avec les mires, mais tout ça, tout ce qui est mis en place avec l'intrigue qui se complexifie au fur et à mesure, l'histoire d'amour, voilà. Tout est réaliste et en même temps tout est totalement fantastique. Tout vient à point nommé. Je trouve que voilà, c'est une histoire qui peut paraître parfois, ça nous fait penser aux rêves qu'on fait enfant et en même temps c'est mené de manière très mature, très adulte et voilà, ça fait, vous voyez le sourire sur mon visage, ça fait rêver. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est que je peux que vous conseiller parce que voilà, ça fait penser à ce qu'on aurait voulu lire adolescent. Moi j'aurais voulu lire un bouquin comme ça adolescente et ça me plaît énormément parce que ça marche encore maintenant donc voilà je conseille et je suis très contente d'avoir le tome 2 dans ma palle. Du coup je vais pouvoir y replonger très bientôt. Ensuite, comme j'avais un petit peu de temps avant de partir en Espagne et que je ne voulais pas trop emmener de papier pour le voyage, j'ai décidé de lire Henri IV, un roi français de Max Gallo que je vous ai présenté dans le book haul. Donc c'est une biographie qui m'a pas mal plu, j'avoue. J'ai découvert quelques trucs sur ce roi et ce qui m'a beaucoup, pas étonné, mais ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est qu'on parlait vraiment de tolérance et d'acceptation de... Henri IV ressort vraiment comme un roi qui a essayé de lutter pour la paix et de faire en sorte d'unifier le royaume de France, même s'il avait des vices et des faiblesses. Il a fait ce qu'il avait et je trouve que sa biographie est assez fascinante. Donc de toute façon, je trouve que Max Gallo a un talent aussi pour nous donner des romans
qui soit biographique et qui soit très intéressant, surtout que là on a vu dedans aussi une partie sur Ravaillac. Et c'est ce qui lui arrive et j'avoue que ça m'a un peu retourné parce qu'on constate qu'il y avait quand même... on est vraiment loin de ce qu'on peut nous faire imaginer quand on est en cours. C'est pas la royauté en mode voilà c'est tout beau, c'est tout... Voilà. C'est cruel, c'est violent, c'est parfois pas propre, c'est sale. Voilà, Henri IV n'était pas très propre. Mais voilà, c'était très intéressant à lire et encore une fois, ben voilà, j'aime beaucoup découvrir et puis casser un peu les images qu'on peut avoir pour les reconstruire parce que ce roi était quand même un roi qui est présenté avec une belle noblesse. Donc je le conseille sincèrement parce que ça, c'est super intéressant à découvrir. Après ça, je suis partie pour l'Espagne et j'ai décidé de lire un roman en espagnol histoire d'avoir un peu de vocabulaire si jamais je devais parler. Donc, je me suis plongée dans El Ruiseñor de Christine Hanna aux éditions Suma de Letras. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit du roman Le Chant du Rossignol en français qui a été publié chez Michel Lafon. Que je ne dise pas de bêtises, voilà. Mais c'est un. Franchement, ce roman, il m'a prise par les tripes. Il fait 600 pages à peu près. Je l'ai lu en espagnol, donc je peux vous dire que j'ai mis 6 jours à le lire. C'est un peu plus long que ce que je fais d'habitude. Mais franchement, il m'a retourné. Enfin, ça parle de la guerre, de la résistance avec les femmes, de la place qu'elles ont eue. Et aussi de la place qu'elles ont pu avoir au quotidien quand elles ont dû s'occuper de leur propre famille, quand il n'y avait plus les hommes. Et voilà, il a été très très poignant, je pense, parce que j'ai visité Auschwitz aussi cette année en allant au JMJ. Et franchement, là, il est très très réaliste et en même temps, il nous donne envie d'aller plus loin, de nous battre. Voilà, on aimerait être à la fois Vianne et Isabelle, parce qu'elle rentre dans la résistance et qu'elle y va, et même si elle risque sa vie vraiment. Et Vianne parce qu'elle est obligée de faire d'énormes sacrifices et qu'elle continue d'avancer. C'est vraiment pas facile et je trouve que Christine Hanna a réussi à retranscrire un roman qui est particulièrement poignant, touchant, tout ce que vous voulez. Il est vraiment percutant et pour moi, je pense que c'est un coup de cœur parce qu'il va me marquer longtemps et parce que j'ai énormément apprécié d'être au milieu de ces pages, même si c'était vraiment difficile parce que c'est une période, ça m'a encore ouvert les yeux sur ce que on avait pu vivre dans notre pays à cette époque-là parce que je ne pensais pas en fait que sous l'occupation, le peuple français avait été autant martyrisé, autant restreint au niveau de ses possibilités, même au niveau des tickets de rationnement. J'avais pas imaginé que ça soit à ce point-là. Donc voilà, j'ai... Voilà, je sais plus trouver mes mots, tout ça pour vous dire que je vous le conseille sincèrement parce qu'il est beau et il s'arrête pas sur cette violence, il va plus loin. Donc voilà, c'est magnifique et lisez-le. C'est tout ce que je peux vous dire, lisez-le. Après ce roman d'une grande densité, d'une grande richesse qui m'a beaucoup plu, je suis passée à quelque chose de beaucoup plus simple, léger, ce que vous voulez. Je suis passée à Bleu Caramel de Lady Khan en auto-édition, donc que je vous ai présenté aussi dans le book haul. Alors, cette petite romance m'a bien plu. Je dirais juste qu'il y a eu quelques petits défauts qui sont dus à un premier roman, des détails qu'on n'a pas forcément envie de voir. Et là, je parle pour tout le monde. Je vous assure, je parle pas seulement des scènes de sexe. Voilà. C'est une petite romance qui est très courte, qui est voilà, mais qui est pourtant plutôt sympa et qui a une intrigue qui nous donne envie de savoir la fin parce qu'en fait, ce garçon, il est vraiment empêtré dans une situation qui va embêter notre héroïne. Donc voilà, ça m'a plu. C'est un roman qui nous ouvre à la tolérance, qui nous ouvre à l'importance de l'amitié aussi, ce qu'on peut accorder. Voilà. Il y a des personnages qui sont un petit peu agaçants, d'autres qui le sont moins. Voilà, j'ai un peu apprécié, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes un petit peu extrêmes quelque part, à certains endroits, mais sinon ça m'a plutôt plu et je suis quand même contente d'avoir pu lire ce roman et je vous le conseille pour ceux qui aiment bien découvrir des petites romances un peu estivales, sans prise de tête. Voilà. Après quoi, toujours en numérique, puisque c'était plus simple, je me suis embarquée dans le premier tome du Voyageur Bleu, donc Prophétie, de Olivia Lapillus chez Anyway Éditions. Donc j'avais discuté un petit peu avec Olivia et je l'avais trouvé très sympathique, j'avais envie de découvrir son roman. Alors je vous avoue que j'ai pas été autant embarquée que ce que j'espérais, mais parce que c'est un premier tome d'introduction et qu'elle met bien en place son univers qui est d'une richesse époustouflante. D'ailleurs au départ ça m'a été un petit peu difficile de tout intégrer parce que je pense que j'ai dû commencer à le lire un petit peu tard. Donc voilà, elle a construit un univers qui est très très riche, qui est fascinant. Le truc c'est qu'en fait elle a voulu développer son truc de prophétie et les conséquences qu'il y a depuis le départ. Du coup on suit tout le cheminement alors que la plupart du temps on a la prophétie, on a un résumé de ce qui s'est passé pendant quelques années, puis paf, on arrive au moment où ça peut se réaliser. Non, là, elle a voulu vraiment montrer toutes les conséquences et toutes les complications que ça avait pu créer au milieu de ces personnages. C'est intéressant, mais je vous avoue que moi j'aurais voulu plus d'action, plus de choses comme ça. Et vu que le roman est assez court, ben voilà, on finit assez vite. Et voilà. Pour autant,
je vous dirais que c'est un roman qui est plein de promesses et qui, à mon avis, va prendre toute son ampleur une fois qu'on aura eu le tome 2. Donc je me demande, j'espère avoir l'envie de lire le tome 2, je pense, hein, ceci dit. J'aime pas me décourager au milieu d'une série. Donc voilà, je vous le conseille, mais ne vous inquiétez pas si vous êtes comme moi et que vous manquez un peu d'enthousiasme à la fin de ce premier tome. Vous verrez, il est très bien construit, très fascinant. Et la fin du premier tome nous offre plein de promesses et plein d'envie de se dire, bah voilà, qu'est-ce qui va se passer dans le tome 2. Voilà, je sais pas si je trouve très bien mes mots, mais c'est pas grave, tout ça pour vous dire que vous pouvez tenter, c'est quand même du bon. Hein. À la suite de ça, toujours en numérique, et c'est le dernier roman complet que je vais vous présenter pour le mois, j'ai lu Singulière, Lien du sang de Juliette Bonté en auto-édition. Alors, à l'heure qu'il est, je n'ai pas encore tapé ma chronique, donc si mon ressenti et mes propos sont un petit peu... ça part dans tous les sens, c'est normal. C'est parce que j'ai pas encore eu le temps de tout poser sur papier ou sur ordinateur, peu importe. Donc, si je devais résumer en un seul mot ce que j'ai ressenti, enfin quel est le mot qui qualifie le mieux Singulière pour le moment, moi c'est attachante. Attachant, ce roman est profondément attachant. Il est d'une richesse extraordinaire et là, par contre, je n'ai pas ressenti ce que j'ai eu dans Le Voyageur Bleu, c'est-à-dire que le livre fait 600 pages, donc même si c'est un premier tome, voilà, je vous informe, c'est un premier tome, j'ai eu le temps de voir développer l'univers de... non, de chien. Pardon. J'ai eu le temps de voir venir les choses, d'apprendre à appréhender ce nouvel univers avec notre héroïne, Néa. Et j'ai vraiment kiffé les trucs parce qu'il y a des belles expressions. Et alors là, si vous ne savez pas, vous allez apprendre quelque chose, c'est que j'aime énormément les expressions loufoques. Donc je peux avoir nom d'une banane flambée au whisky. Voilà, ça peut tout à bien faire, mais ça c'est encore ça va, hein. C'est pas, voilà, c'est le nom d'un staphylocoque doré dopé au sucre. Admettons, ça c'est un peu plus mon genre. Mais voilà, j'aime beaucoup développer des trucs comme ça totalement insensés. Et là-dedans, j'ai trouvé de super trucs genre poil de poulpe. Ça me plaît beaucoup parce que ça me fait rire, rien qu'à le dire, je suis désolée. Je rigole toute seule. Et j'ai trouvé une nouvelle insulte parce que voilà, quand je fais de la bêta lecture, quand je suis au volant, j'aime pas insulter les gens, mais là j'avoue que celui-là il m'a beaucoup plu, il m'a beaucoup marqué. C'est un peu surpris ma mère d'ailleurs la première fois que je l'ai dit. Maintenant, ma nouvelle insulte c'est tête de goule. Alors Juliette, Juliette, je suis désolée, hein, je rigole encore toute seule, mais voilà, j'ai énormément apprécié ces moments de complicité, d'amitié entre les héros. Et pourtant, l'intrigue, il y a plein de pouvoirs, il y a plein de trucs, ça m'a fait rêver aussi. Enfin, tout ce qui est développé, c'est incroyable parce qu'en même temps, elle se sert des références de notre monde et elle crée totalement autre chose avec. C'est génial, c'est totalement génial. On revisite un univers, un truc de fantasy. Enfin, moi j'ai kiffé quoi, et je veux juste savoir la suite parce que c'est juste trop bien. Enfin, je comprends bien pourquoi Justine de Lire une passion voulait absolument que je le lise, mais là je suis ouais, voilà, vraiment je suis désolée parce que j'ai pas encore posé tout ça sur écrit, donc je suis en train de m'emballer toute seule. D'habitude je fais ça toute seule de mon ordinateur, mais là voilà, je suis obligée de vous en parler que j'ai aimé. Donc voilà, j'ai aimé. Et voilà, donc je vous le conseille sincèrement, n'hésitez pas à vous plonger dedans. Le début est pas long, mais voilà, on prend le temps avec l'héroïne de se mettre dans l'univers, et une fois que c'est parti, c'est génial. Et là, on arrive au bout. La vidéo va encore être super longue, mais c'est pas grave. J'ai fini le mois avec Repose-toi sur moi de Serge Joncourt. Alors j'en suis, pour l'instant j'ai dépassé la moitié. Ouais, je dois être à peu près à 60-70%. Ça me plaît bien. Je vous avoue qu'il y a des trucs qui sont un petit peu, voilà, les scènes de sexe, encore une fois, comme d'habitude, je m'en serais un peu passée. Mais bon, apparemment ça apporte quelque chose. J'aime toujours autant ce qui est présenté, c'est-à-dire que l'auteur ne part pas d'acquis, ses personnages sont toujours en mouvance. Ça complexifie un peu les choses, et sa plume, il n'y a pas beaucoup de dialogue, donc il fait beaucoup de descriptions, mais le rythme est assez doux. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, même s'il y a des choses qui me surprennent un petit peu, et j'ai vraiment envie de savoir comment ça va finir. Donc vous voyez, je suis un peu pris dans les filets. Je vous parlerai de mon impression finale le mois prochain. Mais pour l'instant, je suis plutôt bien dedans et j'ai bien envie de le terminer. J'espère pouvoir le terminer avant ce soir. Vous voyez, là, il me reste pas beaucoup. Voilà, c'est beau de rêver avec le mémoire, mais bon, voilà, je vous avoue, voilà, pour l'instant, je peux que vous le conseiller et j'espère que mon ressenti sera toujours le même le mois prochain. Voilà! Ce sera donc tout pour mes lectures du mois de septembre 2016. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. J'espère que cette fois-ci je ne laisserai pas de cookies, parce que quand j'ai vu que j'en avais laissé une dans la vidéo dernière, j'ai fait oulalalala, paye ta crédibilité Charlène. Mais c'est pas grave, ça m'apprend l'humilité aussi et c'est ce qu'il y a de mieux. Donc n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous avez pensé de ces lectures, si vous les avez lues, si vous avez envie de les lire, si voilà bref, tout ça. Ce que vous avez lu vous aussi pendant le mois, il n'y a aucun souci. On échange, on interagit, je le fais avec plaisir, vous le savez. Je vous souhaite d'excellentes lectures pour le mois d'octobre.
Et je vous retrouve très bientôt. Je pense par contre cette fois-ci le mois prochain. Je ne pense pas qu'il y aura de vidéo auteur sauf si j'ai le temps éventuellement. Donc voilà, je vous dis à très vite et je vous fais plein de poutous et vous souhaite plein de rêves en mots ou non.